Sérieusement, 13 ans d'attente. Salut, c'est Alex de Cinérama, très fatigué mais toujours là pour parler de cinéma parce que c'est ce qu'on aime. Et aujourd'hui, on parle du nouveau film de James Cameron, Avatar 2, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'attendais énormément ce film-là. Et je vous cache pas que j'ai eu une réception un peu en demi-teinte. Je suis pas déçu, je suis déçu, mais je suis pas face à un mauvais film. Je m'explique. Pour remettre dans le contexte, en 2009 sort Avatar, film que je trouve vraiment très très bon. J'ai revu la version longue que j'avais jamais vue avant de voir le 2. Je trouve vraiment le film très très bon. Je trouve qu'Avatar c'est un très bon film malgré toutes les critiques qu'on peut faire au scénario. Parce que selon moi, au cinéma, la narration elle est avant tout visuelle, ça je le dis tout le temps, quasiment à chaque vidéo. Et le scénario d'Avatar est simpliste, mais était suffisamment simple pour pouvoir laisser une énorme expression au niveau du scénario et tout ça. Et le problème d'Avatar 2, je trouve, c'est que le scénario est peut-être encore plus simple, et là on frôle le trop, vraiment. Du coup, cette vidéo va se découper en deux parties. Premièrement, une grosse partie où je parle du film, tout ça, sans spoil, vous pouvez regarder les yeux fermés sans aucun spoil, et il y a un moment dans la vidéo où je vous dirai, partez si vous n'avez pas vu le film, et ça sera la zone spoiler. Sachant que sur YouTube, du coup, il y aura un petit timecode dans la description, et si vous regardez sur ordinateur, il y aura les chapitres avec spoiler, pas spoiler, pour qu'on s'y retrouve bien. Donc, James Cameron, après 13 ans d'attente, nous livre la suite tant attendue d'Avatar, qui à la base devait sortir en 2013, puis en 2015, puis en 2017, puis en 2000 machin, nanana. Là, on a Avatar 2, il me semble que j'ai compris qu'il avait tourné le 2, 3, 4, 5, il sort dans tous les cas le 2 et le 3, et le 4 et le 5 sortiront si le 2 et le 3 ont vraiment cartonné. Sachant que pour que Avatar 2 se rembourse avec ses 250 millions de budget, je crois qu'il faudrait que ça soit quelque chose comme le troisième ou quatrième film le plus rentable de l'histoire du cinéma, puisqu'il faut qu'il ait au moins 2 milliards de budget, de recettes, pardon, quelque chose comme ça, de ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai vu là au cinéma, c'est un très bon film, très très beau, mais avec des gros problèmes de scénario. On va commencer par parler de tout ce qui est l'aspect esthétique, tout ce que j'ai apprécié, puis revenir plus en détail sur le scénario, et ensuite on spoilera. Donc déjà, j'ai eu le plaisir de revoir un film en 3D, c'est-à-dire que dans ma petite besace, j'ai pris 3 euros, 3 euros de surplus, de surcoût par rapport à la place normale, pour avoir le privilège de porter ça. Et j'étais content, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été au cinéma voir un film en 3D. Et honnêtement, je trouve que la 3D du film est vraiment excellente. Je trouve qu'il y a une réelle profondeur dans l'image, et je sais pas si c'est parce que j'avais pas vu de film en 3D depuis longtemps, mais j'ai trouvé la 3D du film magnifique. Je trouve qu'elle apporte vraiment à l'univers, qui permet une immersion totale, et excusez-moi, mais on s'est tapé à cause du premier Avatar, je dis bien à cause, une tonne de films en 3D où la 3D était injustifiée, où la 3D était très mauvaise, ce qui fait qu'actuellement, la 3D a très mauvaise presse, même chez les cinéphiles, tout ça. Bon, déjà d'une part parce qu'une partie de la population ne peut pas voir la 3D à cause des problèmes de vue, tout ça, mais surtout parce qu'on s'est tapé plein de films Marvel, notamment en 3D, qui étaient jamais intéressants, Star Wars 7 en 3D qui était pas intéressant, enfin plein de blockbusters comme ça qui sont sortis en 3D sans que ça n'ait aucun intérêt narratif, aucun intérêt de réalisation, et que ça soit juste quelque chose de mercantile, de purement mercantile, pour faire vendre les tickets plus cher, puisqu'à 3 euros de plus, effectivement, on est plus rentable. Moi, j'aime beaucoup la 3D au cinéma, j'ai toujours été un grand défenseur de la 3D au cinéma. J'ai eu l'occasion de voir des films des années 50 tournés en 3D, Dial M for Murder de Hitchcock, L'homme au masque de cire, House of Wax de André de Toth. Ça, je trouve que c'est vraiment des excellents films avec une excellente 3D. Je trouve que la 3D, c'est super quand on a un bon réalisateur derrière, comme d'un outil de mise en scène, qui s'en sert comme d'un travelling, comme d'un gros plan, comme d'un élément du langage cinématographique à part entière. Par exemple, quand Jean-Pierre Jeunet fait de la 3D avec l'extraordinaire voyage du TS Pivette, la 3D est incroyable. Quand Gaspard Noé fait un de mes films préférés, que je vais vous montrer juste là parce que je l'ai en Blu-ray, Gaspard Noé fait Love, qui est un de mes films préférés en 3D, je trouve que c'est absolument génial. L'utilisation qu'il a de la 3D est absolument folle, parce que tout le film est construit en profondeur, justement, on a des longs couloirs où on voit la 3D, où on a l'impression de rentrer dans l'écran, il y a les moments d'éjaculation sur la caméra. C'est un film très spécial, Love, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je trouve que quand Guillermo del Toro fait de la 3D avec Pacific Rim, c'est génial. Je trouve que quand Ang Lee fait de la 3D avec Billy Lynn, que j'ai juste en haut, c'est génial. Mais alors par contre, on a eu plein de films en 3D qui valaient pas le coup, et ça a beaucoup desservi la 3D. Même des post-conversions 3D étaient très bonnes. Titanic en 3D apparemment est incroyable, et je l'ai pas vu, mais connaissant James Cameron, je suis sûr qu'il est incroyable. Et Jurassic Park, quand je l'avais vu en 3D, était absolument génial. A contrario, j'avais eu le plaisir de voir Predator en 3D de John McTiernan, et la 3D n'apportait rien au film, c'était complètement bateau, et c'était vraiment un truc pour vendre un Blu-ray 3D, parce qu'il y avait un effet de mode et tout ça. Top Gun, pareil, en 3D, il n'y avait pas énormément d'intérêt de Tony Scott. Ici, la 3D est vraiment géniale, elle est ultra immersive.
Il y a un truc qui me faisait peur par rapport au film, c'est les effets spéciaux, parce que j'avais très peur, comme le film a eu un gros développement de 13 ans, et que je me rappelle d'un reportage télé de 2013, un truc comme ça, ou un reportage à la con de TF1, où on suivait une boîte de post-prod française qui avait bossé sur les effets spéciaux du film, comme c'est beaucoup le cas, qui disait que le film était quasiment terminé, qui bossait déjà sur le 3D et tout ça, les images de synthèse. J'avais l'impression, et j'avais l'appréhension, que le film ait des effets spéciaux qui paraissent datés. C'était le cas de Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit, le film d'animation, que j'ai juste derrière en DVD également. Celui-là, je suis pas très content de l'avoir. Typiquement, ce film-là, quand il sort, il y avait eu un enfer de développement autour, tout ça, et quand il était sur le point de sortir, des plans qui avaient été faits au début de la production en images de synthèse n'étaient plus assez bien, ils ont dû les refaire, et c'est un cycle sans fin, et j'avais très peur qu'Avatar tombe dans cet écueil-là. Il n'en est rien. Visuellement, le film est une claque esthétique. Les effets spéciaux dans ce film-là sont meilleurs que dans les 3/4 des blockbusters qu'on se tape depuis 10 ans, ça c'est une certitude. La plupart du temps, quand on regarde des films au cinéma, les effets spéciaux sont pas terminés. Il y aurait bien eu besoin de remettre une patine dessus, de retravailler tout ça, et on sort quand même les films. Là, les effets spéciaux sont parfaits, et pour un film qui est quasiment en full image de synthèse, full 3D avec du motion capture, tout ça, c'est absolument parfait. Le film a une imagerie qui est absolument dense, absolument magnifique. Les paysages, les décors, tout ça. Pandora n'a jamais été aussi resplendissante. Je suis très content d'avoir pu voir ce film-là avec cette qualité-là. Et là où le bas blesse peut-être au niveau de l'esthétique globale, c'est au niveau du HFR. Moi, j'ai jamais aimé le HFR. Je trouve que dans les scènes d'action, Avatar a du HFR sur les scènes d'action. Il me semble qu'ils sont en 48 images secondes et pas en 60, ce qui fait du x2 du coup. En gros, le HFR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le High Frame Rate. C'est un moyen d'avoir des images très fluides. Par exemple, là, la vidéo, je la tourne à 24 images secondes. Donc, pour voir une seconde de vidéo, il faut qu'il y ait 24 photogrammes, 24 images qui se défilent. Et si je tournais à 48 images secondes, donc le double, j'aurais quelque chose de plus fluide. Il y aurait plus d'images. Et donc, le flou de mouvement que vous pouvez avoir là serait beaucoup moins présent. Le truc, c'est que les scènes d'action HFR, elles font très cinématique de jeux vidéo. Et je pense que c'est renforcé par le côté 3D du film, hein, le côté image de synthèse. Et je trouve que les scènes d'action en HFR marche pas du tout. J'ai pas du tout aimé le résultat et c'était déjà le cas quand j'avais vu le Hobbit à l'époque. Au-delà de ça et au-delà de ce petit détail qui est pas énorme au final, je trouve que les acteurs sont très très bons. Sam Worthington est toujours super, Sigourney Weaver est toujours super, Zoé Saldana campe toujours très bien le rôle et Kate Winslet rejoint le casting pour un petit rôle et j'étais très content de la voir même si je l'ai pas reconnue parce que j'aime beaucoup Kate Winslet. Depuis Créature céleste de Peter Jackson que je trouve être un chef-d'œuvre absolu et qui est peut-être un de mes films préférés, jusqu'à Titanic qui est un chef-d'œuvre absolu et que j'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé la retrouver dans le film. Et d'ailleurs, petit aparté, mais Sam Worthington, qui devait être une méga star après le carton d'Avatar, qui a pas pu faire de film après ou pas trop à cause des suites qui l'ont accaparé, et ben dans le film on le voit que sous sa forme de Na'vi, donc que en image de synthèse. Et effectivement, on se dit que le pauvre, ça sera jamais une méga star parce que la plupart des gens ils vont pas reconnaître son visage, quoi. C'est terrible. Là où le bas blesse, c'est au niveau du scénario. Sans spoiler toujours, on suit du coup 13 ans après le retour On suit donc 13 ans après sur Pandora, Jack, Sully, sa femme et leurs enfants. Ils ont eu des enfants. Et là où le bas blesse, c'est qu'il y a à peu près 8 personnages principaux. Le film dure 3h15 et il a à peu près 8 personnages vraiment importants, peut-être 10, qui méritent un développement de ça et que le film essaye de développer. Le truc, c'est qu'à ce niveau-là, les personnages sont tous réduits à l'ordre de fonction. Et il y a beaucoup de dilemmes internes, de dilemmes moraux, de choses comme ça, à côté desquels on va passer, parce que le film ne peut pas traiter tous ces personnages d'un coup. Et il aurait peut-être gagné à avoir un peu moins de personnages, parce qu'il y a plein d'événements qui arrivent, qui paraissent ultra factices, ultra vus et revus. Et malheureusement, cette fois-ci, je trouve que toute l'esthétique autour du film ne va pas servir ces personnages-là et ne va pas suffire à compenser le scénario. Dans le sens où, effectivement, on va avoir plein de plans contemplatifs, on va avoir plein de plans magnifiques. Le film est très très beau et très bien réalisé, mieux réalisé que la plupart des blockbusters, parce que on est face à un film de James Cameron qui est un très très bon réalisateur, excusez-moi. Mais au niveau du scénario, le bas va vraiment blesser. Et notamment sur le développement des personnages. C'est là où je me trouve un peu en demi-teinte parce que pendant longtemps j'ai défendu le film en me disant qu'il allait être révolutionnaire par rapport à tout le marasme de films Marvel qu'on a depuis longtemps, qu'il allait vraiment être une exception parmi les blockbusters hollywoodiens, qu'il allait vraiment révolutionner ce qu'on attend d'un blockbuster comme le premier Avatar l'a fait. Et il faut pas oublier que c'est une suite, c'est la suite d'Avatar. Et malheureusement, en se plaçant comme une suite d'Avatar, le film prend une certaine continuité. Le film, la continuité de ce qu'Avatar a fait. Et le problème, c'est que ce que Avatar a fait, on se le mange dans des films Marvel et tout ça depuis 10 ans, 13 ans. Donc le film ressemble à peu près à tous les blockbusters qui sortent actuellement, mais en dopé. Donc c'est comme un Marvel, ça ressemble à un Marvel,
Ça ressemble à un blockbuster actuel. Marvel, c'est ce qui personnifie ça selon moi. Mais en mieux réalisé, mieux techniquement, avec des meilleurs effets spéciaux, tout ça. C'est le blockbuster de l'année sûrement. C'est sûrement le meilleur blockbuster qu'on ait vu depuis quelques années. Mais à côté de ça, ça ressemble au reste, quoi, et ça n'a pas révolutionné. C'est-à-dire que en sortant d'Avatar, j'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose d'exceptionnel par rapport à tous les films qu'on mange en ce moment. Et le film serait sorti plus tôt, il y a quelques années, en 2013, comme prévu initialement par exemple, il aurait vraiment eu un impact différent de ce qu'il va avoir aujourd'hui. Parce que je pense que le film va cartonner, il n'y a pas de souci, mais il ne va pas révolutionner. La 3D et tout ça, mais il ne va pas révolutionner, il n'a pas les innovations techniques que le premier film avait. Même si, encore une fois, il est magnifique, très bien réalisé, tout ce qu'on veut. Donc, pour ceux qui l'attendent, allez voir Avatar 2, c'est un bon film, le film est vraiment bien, mais il n'est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu attendre pour la suite d'Avatar, c'est dans la continuité, je le trouve moins bien que le premier, et c'est pas novateur, c'est très très bien, c'est un super divertissement, c'est un super film, mais il est juste bien. Il n'est pas plus que bien, et pour moi c'est peut-être un des pires films de James Cameron, parce que c'est un mec qui a quand même fait que des super films, le premier Terminator, incroyable, Aliens, incroyable, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma d'action, Terminator 2, magnifique, Abyss, génial, True Lies, auquel j'ai consacré une vidéo, est très 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 bon. Il y a le lien qui s'affiche quelque part. Titanic est absolument révolutionnaire, absolument magnifique. Et Avatar, le premier, est très très bon. Pour moi, ce film-là, il est juste bien. Donc il serait vers les moins bons films de James Cameron, malgré toutes ses qualités techniques et toutes ses qualités de réalisation et tout ce genre de choses. Je vais passer rapidement à la section spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, on se dit au revoir, mais allez le voir au cinéma, ça vaut le coup. Et c'est le genre de film qu'il faut aller voir en 3D au cinéma parce que la 3D sert vraiment le propos du film, la réalisation, et elle est complètement immersive. Et le film a été pensé en 3D, il faut le voir en 3D, c'est un outil de mise en scène encore une fois. Et moi je suis pour qu'on voit les films pensés en 3D, quand il y a eu un vrai propos et que ça sert vraiment à la mise en scène et que c'est vraiment un outil du langage cinématographique utilisé par le réalisateur. Pour la section spoiler, donc on suit, je vous refais le résumé avec les spoils, on suit Jake et sa femme sur Pandora lorsque des humains, ceux venus du ciel, reviennent. Tous les marines du premier film, les éléments les plus importants en tout cas, ressuscités en Na'vi. C'est-à-dire qu'ils ont un avatar, ils sont en Na'vi, mais leur conscience a été transférée dans le corps d'un Na'vi. Donc ils ne sont pas connectés au truc, ils sont le Na'vi. Ces espèces de grands êtres humanoïdes bleus, hein, pour rappel. Et donc on va suivre le colonel du premier film qui va essayer de se venger et essayer d'abattre plus ou moins Jake Sully, qui entre-temps a eu 4 enfants. Ce qui se passe, c'est que donc Jake, avec ses 4 enfants, a plus ou moins adopté le fils du colonel qui était resté sur Pandora après le premier film parce qu'il était trop jeune pour être cryogénisé et renvoyé sur Terre. Donc il a grandi plus ou moins comme un Na'vi et il est proche de la famille, c'est plus ou moins le fils de Jake Sully. Au début du film, on a donc les marines qui vont venir kidnapper les enfants de Jake. Ils vont réussir à garder que Spider, donc le fils du colonel finalement. Et ce dernier peut les mener jusqu'au village de Pandora, jusqu'à Jake, tout ça. Donc Jake et sa famille vont décider de partir vers une autre tribu sur Pandora, une tribu aquatique. Donc c'est des Na'vi un peu plus clairs qui vivent sous l'eau. Tout ça, ils ont leur petite vie, c'est tranquille. Et à partir de là, on va avoir une espèce de chasse à l'homme où on va apprendre à connaître tous les personnages et en même temps, en fond, le colonel va traquer et les Na'vi. Le colonel et les marines vont traquer Jake Sully pour essayer de le récupérer et l'abattre, lui et potentiellement sa famille aussi, parce que pourquoi pas. Du coup, sur les 4 enfants, on va avoir la fille de Sigourney Weaver du premier film qui a été adoptée par Jake et sa femme, leurs 2 enfants, leurs 3 enfants, donc le cadet qui va être un jeune homme, donc 2 garçons, le cadet et un peu plus jeune, le cadet qui réussit et que son père adore, l'un peu plus jeune qui fait des bêtises, tout ça, son père a du mal avec lui, et la petite fille qui est une petite fille random et qui a absolument pas de développement au final dans le film, d'où la question de la nécessité d'avoir ce personnage-là dans l'histoire, et du coup Spider. On va les suivre s'acclimater au peuple de l'eau, tout ça, et ce qui va se passer, c'est que pendant une grosse partie du film, on va juste avoir les personnages qui vivent leur vie, tout ça, qui vont rencontrer les Tulkun, qui sont des espèces de grosses baleines sous-marines. Donc l'enfant du milieu, le garçon que Jake aime, mais aime moins que l'aîné, va devenir ami avec un Tulkun, une grosse baleine des mers. Donc ils vont se pluguer leur petite tresse, ils vont nager ensemble, c'est super. On va avoir au moins
10 fois des plans contemplatifs de lui qui nage avec le Tulkun qui sont magnifiques, hein, mais qui servent pas forcément la narration. Et en réalité, je trouve que les personnages dans ce film-là sont vraiment réduits à des fonctions. Donc Jake Sully, plutôt que d'essayer de parler de... C'est pas le propos du film, mais plutôt que d'essayer de parler de sa double identité, du coup, le fait qu'il ne soit plus un humain, mais qu'il soit un navire à plein temps, le fait qu'il ait dû commencer à habiter sur une nouvelle planète, les traumatismes qui peuvent en découler de ça, on le prend juste comme le père autoritaire, c'est sa seule fonction. La mère, c'est la mère protectrice. Elle grogne, elle fait des comme ça, mais on n'a pas plus de développement que ça sur le personnage. Et ça, bah, pour le coup, c'est assez dommage, parce que on est attaché à ces personnages-là, et là, ils sont réduits au rang de fonction en faveur des enfants qui vont être plus développés, mais comme on les a jamais vus avant et qu'il y en a beaucoup, eh ben, ils vont être juste traités en surface. Et au point qu'à la fin, quand un des enfants meurt, eh ben, c'est un tire-larme, quoi. On s'en fout un peu, honnêtement, on l'a pas assez développé, tout ça. Quand l'aîné meurt à la fin, on n'est pas particulièrement triste. En tout cas, j'ai pas été particulièrement touché, à part par le côté tire-larme, la musique triste et le fait que ça soit très bien réalisé. Et à ce niveau-là, bah, effectivement, le film a un scénario très basique qui permet de découvrir l'univers, tout ça, mais trop basique pour qu'on ait de l'attachement pour les personnages et tout ça, ce qui faisait pas défaut au premier Avatar selon moi. Et en fait, après réflexion, j'ai l'impression que les critiques qu'on pouvait faire au premier Avatar, et que je trouvais pas forcément pertinentes par rapport au scénario, eh ben, elles collent beaucoup plus au deuxième opus, et je sens qu'on va en avoir beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour vous rediriger vers la vidéo de mon collègue Morgan de Cinépop, avec qui on a fait plein de vidéos, qui est un ami maintenant, sur Avatar 2. Je vous mets le lien par ici. Je sais pas du tout l'avis qu'il a, parce que à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore vu sa vidéo, mais il me semble que lui, justement, de ce que j'ai vu dans ses stories Insta, il a du mal avec le scénario d'Avatar, donc ça peut être intéressant d'avoir son point de vue là-dessus, justement. On va suivre tous ces enfants, qu'on essaye de développer au maximum, mais on n'arrive pas, plus le chef de la tribu du peuple de l'eau qui accueille Jake et sa femme et ses enfants, plus leurs enfants à eux. Il y a plus ou moins un love interest avec une de ses filles qui va tomber amoureux d'un des fils de Jack, plus le fils qui va entrer en confrontation avec les enfants de Jack, tout ça, plus le colonel du coup qui revient et qui lui va vouloir se venger, tout ça, et qui du coup maintenant est dans le corps d'un Na'vi, donc il y a tout ce côté-là, plus il a un fils qu'on doit développer, on doit développer leur relation entre eux, plus... Et c'est un bordel comme ça où on a plein de personnages, trop de personnages pour qu'ils soient tous bien développés, et ils sont donc réduits à l'état de fonction. Et c'est très dommage parce que là, autant sur le premier film, quand les personnages sont développés, qu'ils ont quand même une espèce de profondeur, mais sans que ce soit particulièrement marqué, ça passait. Parce qu'on avait l'esthétique, la découverte de l'univers. Et là, dans un univers qu'on connaît déjà, avec des nouveaux personnages, et en plus qui sont juste des fonctions, et ben ça donne juste un bon film. On peut pas avoir plus d'attachement que ça. Et pour moi, le cinéma, c'est avant tout faire ressentir des émotions avec du beau. Et le film nous montre du beau, on ressent des émotions, mais pas par rapport au scénario, et donc des émotions qui sont moins fortes que ce qu'elles pourraient être. Parce qu'avec le même écrin, le film aurait un peu moins de personnages, un scénario un peu différent, serait un peu plus court, on aurait quelque chose de beaucoup plus intéressant, selon moi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le film reste vraiment bien, c'est un bon film, un bon blockbuster, mais il aurait pu être beaucoup mieux, et j'ai l'impression de voir un peu une caricature de blockbuster. Un peu ce que les gens qui n'aiment pas le blockbuster hollywoodien pensent du blockbuster en fait, c'est ce film-là. Et les critiques qu'on faisait au premier Avatar, c'est ce film-là justement, je trouve. Sachant qu'il y a beaucoup de pistes qui vont être créées et qui vont être reprises dans la suite sûrement. Notamment la fille de Sigourney Weaver, qui est donc dans une espèce d'entre-deux où c'est une hybride, donc elle a 5 doigts, pas 4 doigts comme les Na'vi, elle est pas dans son élément, tout ça, elle est en décalage avec les gens de son âge, donc c'est un personnage qui est ultra intéressant, auquel plein de gens peuvent s'identifier, mais son arc, son histoire ne se termine pas, et elle n'a aucune fonction dans le scénario, à part être présente et tout ça. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que le temps qu'on a perdu à développer ce personnage, on aurait pu peut-être uniquement le mettre dans la suite et plus développer les autres personnages et en mettre un peu moins et essayer de mettre moins d'histoires parallèles parce que là, pour le coup, ça capote un peu. Et c'est pas en nous faisant des plans contemplatifs où le gamin nage avec un Tulkun comme ça en ombre, avec un très beau plan, on voit le soleil, tout ça, que ça va changer quoi que ce soit. Malheureusement. Et encore une fois, les personnages sont uniquement des fonctions, donc ça va pas aider. Au-delà de ça, ça m'a beaucoup fait penser à Dune de Denis Villeneuve, dont j'attends beaucoup la suite d'ailleurs, on en parlera en vidéo forcément. Et on fera une vidéo sur un autre film Dune, je vous mets le lien ici, la dernière fois on avait parlé de Jodorowsky's Dune, donc là on essaiera de parler d'un autre film en rapport avec l'univers Dune, peut-être celui de David Lynch, hein, qui sait. Et effectivement, j'ai eu la même sensation à la fin, pour ceux qui ont vu Dune, où ça se coupait d'un coup, pas, mais on attendait la suite, on avait l'impression de voir une grosse mise en contexte pour la suite. J'ai eu le film Avatar 2 avec ma copine justement, on avait revu le 1 juste avant, et à la fin du film elle m'a dit un truc, elle m'a dit qu'elle avait l'impression de voir un prologue pour la suite.
Alors je lui ai dit oui, bah, tous les films qui appellent une suite sont des prologues à leur suite en soi. Avatar 1 c'est un prologue à Avatar 2. Et après en discutant, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et justement ce qu'elle entendait par là, c'est qu'elle a l'impression d'avoir vu une espèce d'intro, un teaser pour la suite, tant il y avait des éléments qui ne trouvaient pas de réponse. Et tant ça appelait à une suite de manière flagrante. Le film n'est pas autosuffisant du tout, hein. Si vous ne voyez pas la suite, vous restez sur votre fin. Il faut voir la suite pour comprendre et apprécier le film au maximum. Et pour ça, on va devoir attendre 2 ans. Donc ça, c'est un peu dommage. En tant que tel, le film fonctionne. En stand-alone, tel quel, il est bien, mais sans plus. Et peut-être qu'en voyant la suite, on pourra apprécier plus en profondeur le premier film. Peut-être qu'il y aura plus de compréhension par rapport à ce qu'on a vu avec la suite, justement. Mais pour l'instant, là, j'ai juste vu un bon film, assez basique dans son scénario, qui est magnifique, qui est très bien réalisé, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour moi. J'aime beaucoup James Cameron, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve le film assez décevant au final. Et c'est très dommage parce que il est blindé d'idées de mise en scène, blindé de très beaux plans, de très bons plans, de belles images, avec une belle 3D. C'est très bien fait, c'est très bien construit, mais je ne sais pas pourquoi on en est à ce stade-là, avec un scénario qui paraît bancal. Ça paraît bancal par moment même. Et les 3 ans, on les sent passer. Le dernier acte, par exemple, qui dure au moins 45 minutes, 30 minutes, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Je trouvais ça interminable, j'avais très hâte que ça se finisse, parce que je savais comment ça allait se finir. C'était couru d'avance. Je le voyais bien. Et malheureusement, j'ai subi le truc en entier alors que je voyais où ça voulait en venir et que j'en avais marre parce que ça faisait 3h30 que le film durait, 3h15. Et la durée du film peut peut-être jouer en sa défaveur également parce que le film est tellement long que se taper 3h15 de film qu'on voit pas forcément passer, sauf à la fin où ça commence un peu à taper, hein. Mais se taper un film aussi long pour au final avoir un scénario aussi peu développé avec des personnages aussi peu développés, et ben tu te dis que des fois, c'est chiant. J'ai pas beaucoup plus à ajouter sur le film. Pour moi, c'est un bon film qui est bien fait, qui méritait peut-être pas 13 ans d'attente, même en mettant toutes les attentes que je pouvais avoir de côté. Je trouve que le film est assez décevant. C'est bien, mais sans plus. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est cool. C'est cool de voir un film de James Cameron au cinéma, honnêtement. Ça fait du bien de voir un truc aussi bien réalisé, aussi bien mis en scène, aussi beau techniquement. Mais selon moi, ça vaut clairement pas toute l'attente qu'on a eue autour. Et si vous y allez, allez-y en pleine connaissance de cause. Et si vous y allez, allez-y en pleine connaissance de cause, en vous disant que vous allez juste voir un bon film, sans aucune attente. C'est pas révolutionnaire, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est bien, c'est solide sur ses appuis. Et j'irai quand même voir les suites, et je ferai toujours des vidéos sur les suites, parce que je les attends quand même, mine de rien. J'ai hâte de les voir, même si celui-là m'a un peu refroidi, et même si c'est pas le Messi qui allait sauver le blockbuster hollywoodien du marasme actuel et de la médiocrité ambiante qu'on peut voir dans les films Marvel récemment, selon moi, malheureusement. C'était Alex de Cinérama, très fatigué avec des grosses cernes, mais toujours là pour parler de cinéma. On se retrouve très bientôt pour une vidéo, et là j'annonce, pam, grosse vidéo de décembre, avec la petite intro au début, en mode épisode de Noël, sur Bob l'éponge le film, avec en guest Mathieu de Vivera, qui viendra sur la vidéo, et j'apparaîtrai en parallèle sur sa chaîne. Ça c'est très cool. Après cette vidéo-là, je vous laisserai pendant quelques temps, je vais profiter de Noël, tout ça, et on reprend en janvier, février, mars, avril, mai, juin, pour toutes les autres vidéos avec les grosses intros, tout ça. Vous verrez ce qui arrivera à l'homme à la mallette et ce genre de choses dans mes petites intros scénarisées au début de mes vidéos. J'ai plein de films dont je veux parler, j'ai envie de parler de cinéma. J'adore parler de cinéma avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Avatar en commentaire, parce que là j'ai vraiment envie d'en parler, j'ai vraiment besoin d'en discuter avec des gens. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à retourner voir ma vidéo sur James Cameron et le film True Lies, que j'ai beaucoup aimé faire parce que j'adore le sujet, qui est assez courte en plus, donc qui est assez digeste. On se retrouve très bientôt, du coup, la semaine prochaine pour ma nouvelle vidéo sur Bob l'éponge le film avec Mathieu de Vivera en guest. À très bientôt.